Bonjour à tous ceux qui verront cette vidéo et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler des Tribulonotus gracilis. Donc je vais vous présenter les deux individus que j'élève depuis plusieurs années. Aujourd'hui on va les mettre en couple, mais avant on va parler vraiment du problème des Tribulonotus en terrariophilie. Pour cette vidéo j'ai posé la caméra parce qu'on va parler d'un sujet sérieux, donc c'est la maintenance des Tribulonotus en captivité. J'ai eu plusieurs réflexions sur le sujet et j'aimerais les partager avec vous. Et j'aimerais également que vous me fassiez un retour si vous êtes éleveur de Tribulonotus ou même de lézards en général, parce que c'est des réflexions qui vont toucher à toutes les espèces, donc n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo en commentaire. Donc les Tribulonotus gracilis, c'est une espèce de lézard qui vit en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un lézard qui est devenu assez populaire. Il fait environ 20 cm, il a vraiment une morphologie très particulière et caractéristique. Donc c'est ça en particulier qui les rend populaires en terraophilie. Maintenant, ils ont un mode de vie qui est mal compris et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc en fait, le gros problème avec cette espèce, c'est qu'ils ont un mode de vie qui est mal compris et du coup ça entraîne des erreurs de maintenance. Et donc après, ça a une influence sur le comportement de vos animaux. Donc je vais développer plus tard comment moi je les maintiens et les erreurs à pas faire pour que vos animaux ils ont un comportement normal. Et en préparant cette vidéo, je me suis fait la réflexion qu'en fait, c'est plus la maintenance qui a un effet sur le comportement que l'individu en lui-même. Souvent on dit tel individu il a tel caractère. Je me rends compte en fait que c'est plus le type de maintenance qui est lié à chaque personne qui a une influence sur le caractère des animaux qu'on maintient en captivité. Et donc au-delà des caractères de chaque individu, c'est vraiment notre maintenance qui va avoir la plus grande influence sur le caractère de chacun de nos animaux. Et donc les Tribulonotus gracilis, c'est des lézards qui ont vraiment un mode de vie particulier qu'il est important de comprendre pour bien aménager leur bac et pour qu'ils aient un comportement le plus naturel, en tout cas le plus agréable pour nous. Donc là, c'était peut-être un petit peu abstrait ce que je viens de vous dire. Je vais essayer de le détailler en vous expliquant moi comment je maintiens mes animaux et les erreurs que je vois en particulier sur cette espèce dans sa maintenance. Donc je vais vous expliquer ce que moi j'ai observé et ce que j'en ai déduit sur cette espèce. J'ai vu aucune vidéo YouTube française qui en parle, donc je trouve ça assez décevant parce que en fait ça porte tort à l'espèce. Donc vraiment là l'objectif c'est de vous expliquer moi ce que j'ai observé et vous donner les clés en fait pour que votre animal il ait un comportement normal en fait. Pour bien vous expliquer la maintenance de ces animaux, j'ai séparé ça en deux parties, donc l'aménagement du bac et les paramètres à respecter. Voilà. Et après, on parlera de l'alimentation, mais ça, c'est vraiment. En principe, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, pour rappel, les Tribulonotus gracilis, de ce qu'on en sait, c'est des animaux qui vivent plutôt au sol, dans les litières de feuilles, les sous-bois et à proximité des cours d'eau. On a des infos aussi qui rapportent qui vivent plus ou moins en famille ou en colonie sur l'état de noix de coco en bord de champ. Donc ça aussi c'est important. Mais toutes les infos elles convergent sur un seul point, c'est que le Tribulonotus il vit au sol. Donc ce qu'on voit souvent c'est qu'en fait il faut leur aménager un bac avec beaucoup de substrat et un maximum de cachettes. Et c'est là que en fait souvent il y a des erreurs qui sont faites. C'est que le Tribulonotus en fait il va se faire un terrier, un peu comme une marmotte si vous voulez, même si c'est pas reptile mammifère, on n'est pas sur le même truc. Mais c'est un peu, faut le réfléchir pareil. C'est-à-dire qu'il va se faire un terrier avec des galeries, des pièces, plusieurs entrées, en fait tout un réseau. Et ça, pour qu'il puisse le faire, il faut lui donner les bons éléments. Et donc en fait, le proposer, comme on voit tout le temps, un tas d'écorce en liège, c'est largement insuffisant. Et lui, ça lui convient pas du tout pour se faire un terrier correct qui lui permet de se sentir en sécurité. Je l'ai vu dans tous mes bacs, en fait, ils vont automatiquement se porter sur l'élément central le plus massif et organiser leur terrier autour. Donc en faisant l'horloge principale sous la grosse racine ou le gros caillou en gros. Et de là vont partir toutes les galeries, les différentes entrées qui vont se relier entre elles. Et les écorces, je disais que c'est largement insuffisant parce qu'en fait c'est des éléments qui sont trop légers. Même eux, en bougeant dessous, ils arrivent à les déplacer. Donc ils seront jamais sereins pour faire leur terrier dessous. Proposez-leur des racines qui sont vraiment bien ramifiées à la base. Et de là en fait ils vont vraiment pouvoir s'aménager quelque chose de correct. Les tas de cailloux, faites attention parce qu'il y a toujours un risque, même si les pierres sont bien fixées. Pareil, ça apporte du poids dans le terrarium, donc il peut y avoir des problèmes d'étanchéité par la suite. Donc vraiment, moi, ce que je vous conseillerais pour le substrat, c'est en fait de prendre un élément central, une grosse racine, une souche, voire plusieurs, mais surtout pas d'écorce de liège parce que ça va pas le faire, ils vont pas pouvoir aménager le terrier comme ils le veulent. Et à partir de ces éléments que vous aurez placés, vous allez mettre du substrat, une bonne couche. Même si vous les enterrez en partie, en fait, derrière les animaux, ils vont s'organiser, organiser leur terrier. Donc ça, c'est pas grave qu'une partie des racines soit enterrée. Donc vraiment, pour en finir avec les écorces de liège, imaginez-vous vivre dans une maison en paille au lieu d'une maison en brique. Ben là, c'est pareil. Écorce de liège, c'est léger, ça vaut pas grand-chose, ils sont pas sereins. Une racine, ça bouge pas, normalement, c'est ancré au sol. Donc ils vont vraiment s'orienter sur ça pour faire leur terrier. Et donc pour en finir avec le terrier, considérez que c'est leur maison et qu'ils ont besoin de se sentir en sécurité dedans. Donc si vous les dérangez, si vous allez tous les 4 matins retirer, bon si c'est des écorces c'est pire,
mais la racine, détruire le terrier, de une, ils se sentiront plus du tout en sécurité, et de deux, il faut qu'ils recommencent toutes les galeries et les pièces qu'ils auront créées. Donc le mieux, c'est de ne pas les déranger. Moi, j'ai vu certaines fois des gens qui disaient d'aller remuer dans les écorces ou qui les soulevaient juste pour les montrer. Ne faites pas ça en fait, parce que là, votre animal, il sera dégoûté de vous, il se montrera plus, et là, vous êtes sûr que ça va être très compliqué. Donc là, vous imaginez, vous avez une belle racine avec pas mal de substrat, il s'est fait un bon terrier. Il se sent bien dedans. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va zoner à l'entrée du terrier. Parce qu'il sait que s'il y a un problème, il peut rentrer. Donc déjà, vous le voyez quasiment, moi je le vois tous les jours en fait, quand ils sont à l'entrée du terrier. Mais c'est des animaux qui vont explorer le bac aussi, parce qu'ils aimaient un peu grimper, aller se baigner, ça on va en reparler. Et donc pour que la zone en dehors du terrier soit safe pour eux, je vais vous donner les astuces à mettre en place. Il ne faut pas oublier que c'est des animaux qui vivent en sous-bois, donc la lumière elle est filtrée. Donc c'est très important qu'entre votre remplède et le sol, il y ait des éléments qui viennent filtrer la lumière. Donc vous pouvez mettre des branches comme ça, des branches, des racines, voilà, qui sont à mi-hauteur dans le bac et qui créent des zones d'ombre et en fait qui créent des variations dans la luminosité au niveau du sol. Et après, le mieux, c'est de mettre des plantes en fait. Les plantes, elles vont, encore mieux, c'est des racines, elles vont passer dessus, coloniser et vraiment créer une ambiance de sous-bois pour votre animal. Et c'est ça qui va vraiment lui permettre de se sentir en sécurité quand il sera en dehors du terrier. Les plantes, c'est un autre sujet, puisqu'en fait, les Tribonotus, ils sont quand même assez bourrins. Donc, suivant ce que vous mettez, ils vont vous le détruire. Le mieux, c'est de mettre des plantes avec un pied assez restreint, qui font des feuilles qui partent et qui couvrent en fait, un peu en parasol. Donc, pour ça, les fougères arborescentes, c'est vraiment un excellent choix. Il y a plein d'autres plantes, comme là, moi j'ai mis des calathea par exemple, ça marche très bien. Vous pouvez mettre des fougères aussi, mais contrairement aux fougères arborescentes, elles vont pas rester à un point, elles vont coloniser tout le bac, donc ça c'est un peu plus embêtant. Mais voilà, il y a plein de plantes à choisir en fait, et vraiment il faut les choisir sur le rapport entre la taille du pied, l'emprise du pied et la taille de la feuille. Et vraiment, c'est de créer des petits dômes partout où vraiment qui vont filtrer la lumière et où vos animaux ils vont se sentir bien. Donc pour compléter votre installation, une fois que vous avez une zone terrier qui vraiment convient à votre animal, des zones qui tamisent la lumière, vous pouvez rajouter un bassin ou une gamelle d'eau. Donc c'est des animaux qui se baignent assez souvent, au moins une fois par jour je dirais, en particulier quand ils buent, mais même moi en temps normal je les vois tout le temps dans l'eau. Donc ça peut être intéressant si vous avez la place de leur faire un bassin. Maintenant il ne faut pas que le bassin il prenne une place trop importante dans le bac, parce que ça sera un espace de terrier en moins. Donc il faut peser le pour et le contre. Moi, pour cette installation-là, j'ai mis une gamelle d'eau et ça suffit largement. Donc, vous pouvez, ça, c'est à vous de voir en fonction de votre bac. Donc ça, c'était pour l'aménagement. Maintenant, on va parler paramètres. C'est des animaux qui craignent la chaleur, mais il ne faut pas abuser non plus. Les mettez pas à la cave. Ça vit dans des pays qui sont quand même tropicaux. Et surtout, il y a eu des observations comme quoi ils se mettent au soleil, ils se basquent en fait. Donc ça, pareil, vous pouvez mettre un spot UV, il risque de s'y mettre. Moi, la femelle, elle s'y met tout le temps. Surtout qu'il est positionné dans une zone où en fait elle peut s'y mettre sans être exposée au reste de la pièce. Donc vraiment elle se sent bien, donc elle s'y met régulièrement. Là le mâle il y met la tête, mais il s'y met quand même. Donc en température, moi je dirais entre 24 et 28, vraiment 28 le maximum, faut pas déconner. Quand il fait 28 dans la pièce, ça monte jamais plus haut parce que je mets la clim. Et eux ils se mettent au fond du terrier, on les voit pas, c'est ce qui est normal. Donc pas besoin de points chauds, par contre les UV c'est intéressant. Et le tapis chauffant, le câble chauffant, je pense que c'est pas nécessaire quand vous êtes dans une habitation où il fait un peu plus de 20 en moyenne, quoi. Maintenant on va parler de l'éclairage pour les plantes, le mieux c'est les LED. Ça aussi c'est un point à prendre en compte, parce que si vous mettez un éclairage trop puissant et qu'il n'y a pas de plantes, et qu'il n'y a pas de zone qui permettent de tamiser la lumière, votre animal il sortira jamais. Donc soit vous adaptez l'intensité de l'éclairage, soit vraiment vous développez cette partie un peu, on va dire canopée, même si c'est pas le bon terme, pour filtrer la lumière. Donc moi je vous conseille pas de mettre une terre à LED parce qu'il y a trop de patates. Et les lampes que j'ai mis sur mes deux bacs, c'est des LED Star. Et elles font un lever, un coucher de soleil, je peux gérer l'intensité. Et donc par rapport à ça, moi j'ai remarqué qu'en fait, au crépuscule et à l'aube, c'est là où ils sortent vraiment et où ils exploitent le bac. Parce qu'en fait, la lumière, elle est plus douce qu'en journée. Ils se sentent mieux. Et donc là, ils vont vraiment aller se baigner, escalader. Moi, je le retrouve parfois en plein milieu des branches. Donc ça aime grimper aussi, il faut s'en rendre compte de ça. Et enfin, dernier point, la brumisation. Moi, je vous conseillerais de mettre une brumisation automatique. Comme ça, déjà, ça régule l'humidité tout seul. Et surtout, vous ne venez pas déranger votre animal pour brumiser. C'est un moment de moins où il sera dérangé. Et donc après, il sera plus enclin à avoir des interactions avec vous. Que si vous venez brumiser chaque jour, chaque fois il va se rentrer, ça crée un stress supplémentaire qui est pas nécessaire avec cette espèce qui est assez craintive. Donc là, si vous avez tout bien respecté, normalement vous avez un bac adapté pour votre animal. Et le dernier point, le point de bonus pour créer une interaction avec lui, c'est le nourrissage.
C'est des animaux qui adorent tout ce qui est vers, donc vers de terre, vers morio, vers de farine pour les jeunes. Vous pouvez donner des criquets aussi, faut varier parce que c'est quand même assez gras les vers de morio. Mais vous pouvez vous en servir comme friandise. C'est un aliment qu'ils apprécient beaucoup et donc vraiment ça va permettre de les désensibiliser, de les nourrir à la pince puis à la main, de les faire sortir du terrier. Il y a le travail de la personne qui s'appelle Reptiliatus, qui est un Anglais ou un Canadien. Et lui il montre ça très bien en fait, c'est que le Tribolonotus, une fois qu'il est en confiance, que l'environnement il est adapté, il peut le faire venir carrément en dehors du bac sur sa main avec un ver morio. Donc ça, essayer de le développer, c'est vraiment important d'avoir une interaction positive avec son animal. Et ça, vous verrez que ça va le rassurer, que vous le connaîtrez mieux. Et qu'au moins vous verrez votre animal, au moins pour les nourrissages, quoi. Ça permet de contrôler aussi qu'il mange bien. Voilà, donc je vous ai donné tous les éléments qui vous permettront d'aménager correctement votre bac pour répondre aux besoins de votre animal et par la suite de créer un lien, une relation avec lui et sans qu'il soit vraiment stressé et que vous le voyez jamais, puisque en fait ça c'est le gros problème qui revient sur cette espèce, c'est qu'en fait les gens se plaignent de ne pas le voir. Il y a même moi j'ai vu des youtubeurs, et ça je l'entends souvent, qui disent que c'est des animaux qui sont nocturnes. Alors qu'en disant ça en fait déjà c'est un gros problème parce qu'ils oublient de remettre en question leur installation et ils reportent la faute sur l'animal. L'animal il n'est pas nocturne, c'est juste eux qui leur proposent pas un environnement adapté. Et donc ça quand même méfiez-vous de ce que vous pouvez lire ou entendre sur internet parce que il y a des informations comme ça qui sont des raccourcis, qui ne sont pas issus d'analyses correctes. Et donc le plus important, c'est de faire votre expérience, de croiser les informations. Donc je voulais vraiment revenir sur ça. Les Tribolonotus, si vous les maintenez correctement, ils ne sont pas nocturnes en fait. C'est des animaux qui sont timides, ça c'est sûr. Mais en aucun cas, ils sont nocturnes. Moi, la nuit, jamais ils sortent. Jamais ils sortent. Ils sont actifs la journée, ils sont à l'entrée du terrier, ils attendent la nourriture, ils communiquent entre eux d'un bac à l'autre, on va y revenir. Mais en aucun cas, c'est des animaux nocturnes. Et vraiment, j'insiste sur ça. Si vous ne voyez pas votre animal, même pas à l'entrée de son terrier, c'est qu'il y a un problème dans l'aménagement de votre bac. Donc, au lieu de chercher des excuses sur l'espèce ou le caractère de l'individu, prenez vraiment en compte l'aménagement de votre bac, essayez de trouver ce qui ne va pas et de vous remettre en question parce que c'est comme ça qu'on avance, quoi. C'est le petit message que je voulais faire passer pour la fin de cette présentation d'espèces. Maintenant, on va vraiment attaquer la partie pratique de la vidéo. Donc on va aller attraper Missy dans son bac et la mettre en couple avec Alf. Je vais vous donner des informations complémentaires sur l'aménagement de chaque bac qui complètent ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, ça sera plus concret à voir. Et c'est parti, on y va. Allez, du coup, on se retrouve devant le bac de Missy. Je vous la montre rapidement par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Avant qu'elle se rentre, parce que ça va la déranger. Et on voit que dalle. On voit que dalle. Elle est là, là. Ouf, j'espère que vous la devinez, les vitres elles sont pourries, mais en fait en gros elle est sur son caillou là à l'entrée du terrier. Donc vous voyez la jungle que c'est, dès qu'ils sont en confiance, ils s'exposent. Il n'y a pas de secret. Bon du coup on va faire rapide sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Ça c'est un bac que j'ai lancé il y a 3 ans, en 2023. Je l'ai fait avec une partie aquatique et une partie terrestre. Et là comme vous le voyez il est pas très beau. À un moment donné, c'était l'un des plus beaux de la pièce. Et en fait, il y a eu 2 événements qui ont fait qu'il est un peu tombé en ruine. C'est que déjà, j'avais mis trop de pierres au fond. Donc, il y a eu un souci d'étanchéité avec le bassin qui fuit tutti quanti. Donc, il a fallu le démonter, le remonter. Là, ça a mis un coup aux plantes d'une part. Et d'autre part, c'est que je m'en suis rendu compte en regardant les anciennes photos, c'est qu'en fait, au tout début, il y avait une terre à LED. Et franchement, c'était super pour les plantes. Elles s'éclataient. C'était vraiment la jungle. Donc en fait, tout à l'heure je vous disais que la terre à l'aide c'est pas nécessaire, mais en fait si, quand c'est bien géré, en fait ça marche très bien. Et ça développe suffisamment de plantes pour mettre en confiance les tribus. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous poser, on va démonter le bac petit à petit, attraper Missy et la mettre avec Alf. Rapidement pour vous parler de Missy, c'est une femelle tribou qu'on a achetée il y a 3 ans du coup, chez Mike Repti Park. Elle est née en captivité. Et elle était sexée comme femelle, donc là elle a au minimum 3 ans. Et je pense que c'est le moment de la mettre avec Alf, on l'a bien laissé pousser. Là on remarque que de temps en temps il y a Alf qui l'appelle, ou en tout cas il queen, j'ai l'impression que c'est pour parce qu'il la sent ou parce qu'il veut communiquer avec elle. Et pareil, souvent quand il y en a un qui est dehors, l'autre aussi est dehors. Donc peut-être qu'ils se sentent, j'aurais pas d'explication plus précise, mais en tout cas c'est ce que j'ai observé. Voilà. Mais bon là vraiment ce bac il arrive à ses limites, puisqu'en fait les plantes elles commencent à toucher le plafond. Vous voyez les palmiers qui sont morts là sur les côtés. Ça c'est des Kamaidora, Kamaidorea, j'en sais rien, je vous mettrai comment ça s'écrit. Et en fait ça c'est des palmiers qui fonctionnent très bien en terrarium, sauf que dès qu'ils arrivent à la limite là,
dès qu'ils ont touché le plafond, au bout de quelques mois, ils sont morts, de ne pas pouvoir pousser en hauteur. Donc c'est systématique. Donc ça, c'est à prendre en compte, mais sinon, c'est un très bon choix aussi pour créer des zones d'ombre. Ouais, du coup, quelques précisions encore sur le bac pour bien vous illustrer ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est que en fait, là, on a une racine qui est vraiment l'élément central. Et de là, en fait, dans les coins de la racine, elle a fait partir tous ces terriers. Donc, toutes les entrées de galerie, en tout cas. Sa loge principale, elle est au fond, dans l'angle, là-bas au fond. Et derrière, j'ai mis un tube en liège qu'elle utilise donc pour passer de sa loge principale aux cailloux qui sont juste là. Donc en dessous du point UV. Bon, là, il n'y est plus, je l'ai enlevé. Mais en gros, c'est là où elle se met aux UV. Et vous pouvez utiliser du liège, mais il ne faut pas que ce soit le seul élément qui compose le terrier. Voilà. Donc ensuite, ouais, j'avais un truc à vous dire par rapport au comportement de ces animaux. Donc bon, ils se baignent régulièrement, ça c'est sûr, hein, le bassin en tout cas, il sert à ce niveau-là. Après, comme je vous disais, ils mangent de la place au terrier, donc ça c'est des choix à faire en fonction de la place. Et non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant dans ce terrarium, il y avait Alf. Donc lui, quand j'ai dû aller le chercher, il était bien sous la racine. Et en fait, j'ai remarqué que au moment où j'allais l'attraper, qu'il était calé sous la racine, il a poussé sur ses pattes, sur ses quatre pattes, pour en fait plaquer son dos à la paroi du dessus, au plafond même si c'est pas le bon terme, mais pour se caler au plafond de la racine. Et en fait, en gros, il accrochait avec ses épines, donc j'arrivais pas à le sortir de cette manière. Donc peut-être que ça, c'est un comportement qu'ils ont dans la nature pour éviter de se faire sortir des terriers. Ils prennent un maximum de place dans le terrier pour que les écailles qu'ils ont dans le dos, elles se plantent dans la paroi du dessus et qu'il ne soit pas possible à déplacer. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'avait surpris et j'avais été vraiment étonné de voir à quel point il était bien ancré et difficile à sortir. Donc au final, j'avais dû carrément sortir la racine. Voilà, mais maintenant ce bac là, il va servir pour l'élevage des petites grenouilles. Parce qu'en fait, son principal défaut quand même, comme je vous disais, il y a l'étanchéité qui est un peu mauvaise. Et surtout, il fait que 45 de haut. Et donc, moi, je trouve que c'est insuffisant pour un couple de Tribolonotus. D'autant plus qu'il n'y a qu'une seule partie qui sert de terrier et que la moitié, elle est consacrée au bassin. Voilà, on continue la vidéo. Bon, au final, le déplacement de Missy s'est fait assez simplement, puisqu'en fait, elle était dans l'écorce au fond du bac. Donc j'ai juste eu à attraper l'écorce et à boucher les deux côtés pour la déplacer dans le bac de Alf. Donc c'est ça que j'ai fait. Donc j'ai posé l'écorce dans le bac de Alf, pas loin du bassin et à proximité des entrées de terrier. J'ai coupé la lampe UV qui était juste au-dessus. Par contre, j'ai laissé allumer les LED parce qu'en fait, c'est le même éclairage que dans son bac et que je pense que ça la stresse pas plus que ça. Bon, et Missy, ça y est, elle est sortie de sa petite écorce. C'était assez intéressant à voir parce qu'en fait, avant de sortir entièrement, elle a d'abord sorti la tête et elle a sorti la langue et elle a léché les feuilles devant elle, sûrement pour s'imprégner des odeurs de ce bac. Et c'était assez intéressant à voir. Ensuite, elle s'est mise dans le bassin et puis elle a filé, je vous mettrai les images dans le terrier là-bas. Donc en gros, Alf là il se trouve sous la racine et elle est sur le côté gauche. Donc j'espère, c'est extrêmement stressant hein, je trouve. J'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont bien s'entendre, que les deux vont manger correctement. C'est ça qui me fait le plus peur, c'est surveiller l'alimentation de chacun. Donc je vais voir comment je gère ça. Ils ont pour ce bac, il y a une seule gamelle qui est là dans le coin, que je change régulièrement et du coup puisqu'il n'y a pas de filtration. Donc en gros là pour ce bloc là de terrier, il y a une entrée ici là, une ici, une derrière et une au fond contre la paroi. Donc il y a au minimum 4 entrées pour un seul terrier, sachant qu'il y en a une qui communique avec l'autre. Donc 5 entrées pour un seul terrier. La loge principale du coup sous la racine, en plein centre là, à cet endroit là, là. Tac. Et voilà, là du bonheur pour un tribot, puisqu'après l'aménagement y suit et voilà, on se régale. Donc c'est des super animaux, j'espère que vous arriverez vous aussi à les mettre en confiance et à les observer comme j'arrive à le faire. Parce que c'est vraiment un plaisir. Et du coup, rapidement, Alf, c'est un mâle qu'on a acheté à la ferme tropicale qui n'était pas sexé. Donc on l'a d'abord acheté, on a attendu de pouvoir le sexer avant d'acheter Missy. Et on l'a sexé du coup en regardant les écailles sur les doigts des pattes arrière. Donc ça nous a permis de valider que c'était un mâle. Pareil, petite réflexion par rapport aux doigts, ils sont quand même assez longs pour des animaux qui sont dits terrestres. Donc même s'ils vivent au sol, je pense qu'en fait ils aiment bien grimper. Hein. On le voit dans leur utilisation du terrain. Cet aspect morphologique, il laisse penser que quand même les doigts ils peuvent servir aussi à grimper un petit peu.
Très content, j'espère que ça va bien se passer. Là, c'est 2 animaux qui sont en âge de se reproduire. Comme je vous ai dit, Alf avait... J'avais l'impression qu'il appelait régulièrement. En tout cas, les deux se sentaient, ça c'est une évidence. Donc j'espère que ça va aller. C'est des animaux qui pondent un œuf plusieurs fois par an, il me semble. Donc pas très prolifique. Et après, une fois que le petit est né, les parents s'en occupent. Donc apparemment, ils les déplacent en les portant sur leur dos. Enfin, plein de choses intéressantes. Donc j'ai hâte de voir ça. Ils doivent communiquer sûrement entre eux. Donc ça va être... j'espère que c'est la prochaine étape de l'élevage de ces animaux. En direct, la rencontre. C'est dommage que l'illustré soit pourri. Là, en gros, il y a Missy et Alf qui la sent. Allez, je vous fais l'outro ici parce que j'ai pas envie de les déranger plus, les petits loulous. La scène que vous venez de voir, je vais la mettre en entier à la fin de la vidéo après cette outro. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que si vous êtes éleveur de tribo, vous pourrez mettre en pratique les astuces que je vous ai données pour avoir des comportements plus agréables à observer en tant que terrariophile. N'hésitez pas à rajouter s'il y a des comportements que vous avez observés qui ne sont pas mentionnés dans cette vidéo ou que vous ne retrouvez pas sur internet. Ça serait intéressant et complémentaire à cette vidéo de les mettre en dessous là. Merci beaucoup à ceux qui le feront. La prochaine fois, on fera le bac d'ammoniac qui est juste là. Je vous expliquerai comment on fait un bac biotope. Donc, pas seulement choisir ses plantes, mais essayer de reproduire un environnement d'une région particulière du monde. En l'occurrence, du coup, l'Amérique centrale. Et puis, on souhaite plein d'amour et de bébés à Alf et à Missy. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Putain, que c'est stressant. Donc, vous battez pas, s'il vous plaît. Oui, je pensais qu'elle était plus petite que Alf, en fait, pas tellement. C'est génial. Alors, Missy, elle se gonfle pour paraître impressionnante. Oh là, il y a contact. Ils vont se galoche. Alf, il lui met des coups de langue. Ça va passer en Peggy 18, les mecs. Oh, Missy aussi, elle tire la langue. Ah, il boum down. Oh, il lui fait des bisous dans le cou. Putain, c'est trop stylé. Et hop, ça y est, elle est rentrée.
Et lui, il s'est fait virer. Oh là là, le gros. Ils ont la gorge gonflée aussi. Il s'est mis dans une attitude défensive, j'ai l'impression. Hein. Comme s'il voulait la protéger. C'est là, en fait, il bloque l'entrée du terrier, quoi. Il se gonfle. Oh là là, ils vont aller dans la cabane faire du sale, attention. Moi, j'essaie de finir mon intro, moi. Oh là là, putain, ils sont